société civile à la politique active, aujourd'hui, je dirais présentement porte-parole de Ensemble pour la République, mais également parti cher, bien sûr, à Moïse Katumbi Chapoué, mais également candidat malheureux aux élections législatives du 20 décembre dernier, Maître Hervé Diakessé, bienvenue. Merci beaucoup, mais d'entrée de jeu, je récuse, mais avec la plus grande véhémence, le titre de candidat malheureux. Parce que vous J'étais candidat, mais je ne suis pas malheureux. On ne peut pas être malheureux d'avoir bravé la tricherie. On ne peut pas être malheureux d'avoir bravé la fraude. Et donc le fait que je ne puisse pas être retenu parmi les bénéficiaires de la fraude... Vous n'êtes pas malheureux? Non, je ne suis pas malheureux, bien au contraire. J'ai la tête haute, je récuse la fraude, je la combats, je la combattrai. Ça c'est sûr. À bâton rompu durant 45 minutes, avec vous, nous allons décortiquer et analyser beaucoup plus la période post-électorale, mais également tous les sujets d'intérêt majeur. J'allais d'ailleurs vous demander dans quel état d'esprit vous passez cette émission. Mais vous en jugerez. Bah, à mon sens... on peut sourire justement pour plaire. Je suis serein, non, je n'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit. Peut-être de galvaniser les troupes. Je suis certain qu'il y a une grande déception de la part du gros de nos compatriotes, du fait de s'être senti spolié d'une victoire par une tricherie tellement massive qu'elle remet en cause en fait les repères que nous avons aujourd'hui dans notre société. La question quitte les champs du politique et des élections. La question va au-delà. Est-ce que nous avons réellement les mêmes rapports, les mêmes conceptions, la même vision dans une société de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est acceptable. Et ça, par contre, ça peut être très grave. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une élite, entre guillemets, politique qui se hisse au poste de responsabilité et d'honneur par des voies de fraude et de tricherie, et une partie de la société qui a été éduquée à accepter les règles du jeu, à jouer selon les règles du jeu, et qui se rend compte que tout ça peut-être n'est pas profitable. Mais ça devient très inquiétant pour la suite. Ça devient très inquiétant parce que à un moment donné, nous allons nous déterminer, devons-nous continuer avec une société où certains ont le droit de tricher, frauder, et d'autres doivent continuer à subir. Ça va devenir... C'est ça, en réalité, les vraies questions qui se posent à notre société. Je suis sûr et certain que vous avez suivi minutieusement la publication des résultats provisoires de l'élection législative. Vous avez dit que vous n'êtes pas malheureux. En suivant cette publication, vous l'avez suivi avec quel état d'esprit? Figurez-vous que je n'ai pas suivi, parce que je savais ce qu'il en serait. Néanmoins, ça me permet encore de rebondir sur votre première question. Des réactions de révolte, de colère, et même, alors ce qui m'a fait rire, des scandales dans le propre cas des fraudeurs et des tricheurs. Chez vous, vous avez aussi instrumentalisé certains de vos militants. Non, du tout. Pourquoi instrumentaliser? On n'a pas besoin d'instrumentaliser quelqu'un qui manifeste son indignation. Nous avons constaté trois choses. La première, parce que vous parliez de ma réaction. Donc, la première, c'est que j'ai remarqué que dans les camps de ceux qui ont eux-mêmes organisé la fraude, certains ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment bénéficiaires de la fraude. Et ils ont commencé à la contester. Donc, et ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils n'ont pas dénoncé la fraude. Ils ont dénoncé le fait qu'ils n'ont pas été suffisamment bénéficiaires de la fraude. Et là, c'est ça les vrais problèmes auxquels on est confronté. La deuxième chose, un peu beaucoup de mes proches, beaucoup qui m'ont soutenu, qui m'ont écrit, etc., qui étaient certainement aussi scandalisés et choqués, d'autres qui aujourd'hui ne savent plus comment considérer cette politique. Et j'ai pensé à cette parole de l'Évangile. J'ai pensé à cette femme qui essuyait le visage du Christ, qui pleurait. Et le Christ la regardait pour dire, mes filles de Jérusalem, vous ne devriez pas pleurer sur moi. Vous devriez pleurer sur vous et sur vos enfants. Parce que si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on ne fera pas au bois sec? Voyez-vous? En tout cas, cette parole de l'Évangile m'est revenue
Parce que beaucoup ont encensé la fraude. Beaucoup sont révoltés par les degrés de cette fraude. Mais la limite au simple combat politique, vous avez vu, bon, c'est passé, attendez encore 5 ans, ils pensent que d'ici 5 ans, les choses vont rester intactes, alors que les gens qui sont entrés dans cette machine de la fraude ont d'autres ambitions. Certains pour changer la Constitution et demeurer à vie. Les gens n'ont pas volé les machines à voter pour venir nous servir. Ils sont venus se servir. Et donc, effectivement, je me suis dit, les gens n'ont pas réalisé que ce qui vient de se passer ne se limite pas à une simple compétition électorale qui n'a pas eu lieu. C'est la vision de notre société, de notre avenir, entre des fraudeurs et des tricheurs, mais qui ont tous les leviers de l'État, et le reste. Et s'ils pensent, un peu comme vous aviez dit, que nous sommes malheureux, nous aurions perdu, etc., mais c'est une séquence. Mais s'ils pensent que ça s'est limité là, ils vont le vivre dans leur vie quotidienne. Donc il y a d'autres conséquences qui arrivent. Mais quand quelqu'un a pris le pouvoir par la fraude et la tricherie, selon vous, de ensemble, c'est pas selon nous. Que... D'abord, primo, la CENI elle-même vous dit qu'elle a attrapé des machines à voter chez des membres du camp Tshisekedi. Elle vous l'a dit, donc c'est pas selon nous. Elle a également dit qu'elle n'avait pas la responsabilité de sécuriser les non, ça c'est autre. Ah bah non, c'était sa responsabilité. C'est sa responsabilité parce qu'elle a le monopole de détention, de distribution et de dispatch. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas enquêté au sein de la CENI pour savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, si nous en sommes là, les gens ont accédé au pouvoir par la tricherie, par la fraude, c'est qu'il y a quelque chose d'attractif, d'attrayant dans leur vie qui fait qu'ils doivent seulement rester au pouvoir. C'est notamment les avantages financiers et les honneurs que ça procure. Mais ça veut dire que ça va se faire au détriment de quelqu'un. Ça va se faire au détriment de la grande partie de cette population. Ça va se faire au détriment des fonctionnaires, qui ne seront pas toujours payés, des infirmiers qui seront à un moment donné à nouveau à grève. Ça va se faire au détriment de tous ceux qui espèrent avoir un emploi. Tout le monde ne peut pas travailler dans des cabinets ministériels ou être assistant parlementaire. Ça va se faire au détriment des enseignants. D'ailleurs, même les assistants parlementaires aussi pleurnichent. Mais voilà. Oui. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous aurons un camp qui vous dira « Je ne suis pas arrivé au pouvoir grâce à vous. C'est l'argent que j'ai utilisé pour corrompre les agents électoraux et obtenir des machines à voter. Je ne vous dois rien. » Cette réalité ne date pas d'aujourd'hui, maître Hervé. Mais c'est pourquoi nous en sommes arrivés à quoi? Cette réalité, vous dites, ne date pas d'aujourd'hui, vous dites, les assistants parlementaires pleurnichent. Les cas du vandalisme, les cas de la tricherie. Donc, contentons-nous-en. La preuve, c'est que nous ne nous développons pas malgré nos richesses. La preuve, c'est que des étrangers peuvent venir chez nous, s'entendre avec tel général de la police, tel général de l'armée, etc., et ne pas payer correctement son personnel. La preuve, c'est que vous pouvez aujourd'hui avoir fait des grandes études et n'avoir aucune perspective d'avoir un emploi. Et quand bien même vous l'aurez, vous n'êtes pas sûr d'être payé convenablement. Et quand bien même vous seriez payé convenablement, vous n'êtes pas sûr d'être payé régulièrement. S'il faut rester dans le chapitre élection, comme on a commencé par là, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous n'avez pas accepté ces résultats. Nous ne sommes pas... c'est pas que nous ne devons pas accepter les résultats. Nous n'avons pas accepté que ce qui a été organisé là sont des élections. Mais les résultats, vous en êtes d'accord? Mais comment si on vous dit déjà que ce qui s'est passé n'était pas un scrutin? Est-ce qu'il faut le dire seulement comme tout le monde le dit? Moi, j'ai particularisé la question en disant que est-ce que vous, maître Hervé Diakité, candidat député national, je crois la circonscription électorale de Lukunga, est-ce que vous avez battu campagne? Mais écoutez, j'ai non seulement battu campagne en porte-à-porte, j'ai assuré une mobilisation permanente avec mes bases jusqu'au bout. Et ce que je peux vous dire, ce qui s'est passé là est de la fraude. À partir du moment où jusqu'au 20, les élections ont eu lieu le 20 décembre, jusqu'au soir, on continuait les scrutins et après, le lendemain, le surlendemain, après tous les jours, sans qu'il y ait des témoins, sans qu'il y ait le droit d'assurer une surveillance minimale des machines à voter par des tiers. Nous sommes entrés dans une blague, dans une mascarade. Vous ne pensez même pas que vos adversaires pourraient aussi faire mieux
ce qui a entraîné peut-être votre échec. Je n'ai pas compris votre question. Ne pensez-vous pas que vos adversaires, d'autres candidats, pourraient aussi faire mieux que vous et ce qui serait peut-être à la base même de votre échec? Mais dans une compétition, voilà, on peut avoir des gens qui fassent mieux que vous. Voilà. La question ne se pose pas. Mais si vous êtes dans une classe, vous avez les meilleurs étudiants que vous. Mais du moment où les examens se passent de manière loyale et que les règles religieuses sont respectées là, vous savez très bien, celui-ci qui l'a emporté a su mieux se préparer que moi et tomber sur les questions qu'il maîtrise de Ça n'a mieux. pas été le cas pour votre circonscription. Mais quand on parle de fruits, monsieur, le fruit organisé par lui-même l'enseignant, pour un groupe d'étudiants, vous le savez, quelle est la sanction dans une compétition scolaire, académique, etc., lorsque les examens ont fouté? Quelle est la sanction? Mais il y a certains... Non, parlons-en d'abord, parlons-en. C'est quoi la sanction? Vous le savez. Le prof qui a fait fouter, ne se fait-il pas sanctionner? Normalement. Par quoi? Exclusion de l'université. Peut-être oui. Les étudiants qui ont bénéficié de la fuite, ne se font-ils pas sanctionner? Il faut les exclure également. Et l'examen Il faut fouté. annuler. Alors, ce sont des règles élémentaires. C'est ça l'éducation. En dehors de la famille, l'éducation que nous recevons, la grande partie vient du milieu scolaire et Il ne académique. faut pas comparer un examen de l'université avec les élections. Ah, mais c'est beaucoup plus grave. Coûté C'est beaucoup plus grave. beaucoup sur le plan... Donc, c'est comme ça, les C'est parents. très Donc, vous voulez me dire que les parents viennent à l'université et vous dites n'annulez pas cette session parce que l'année académique ou l'année scolaire nous a coûté trop cher. Mais parlons des élections, les irrégularités. Mais Nous ne parlons pas d'irrégularité, nous parlons de fraude. Nous parlons du fait que des individus ont eu des bureaux parallèles. Ils sont partis voter pour eux-mêmes. Mais il y a également certains candidats de votre parti ensemble qui ont été également cités dans ces choses. Quelles Pas sont aussi les en mesures matière- disciplinaires que vous avez mises en place? Pas Nous, en ensemble. matière de détention. Pas en matière de détention des machines à voter. Vandalisme. Incitation à la violence, vandalisme. Là, on dit très bien. Quelles sont les mesures disciplinaires que vous, au niveau de votre parti, vous avez Notre mises en place? comité de discipline est saisi de la question et ils vont exposer leurs moyens de réponse. Jusque-là, il n'y a pas encore de mesures. Mais non, notre comité de discipline a été travail. saisi de la question. Et eux ont dit qu'ils introduisent d'abord des recours au niveau de la CENI parce qu'ils contestent les faits qui avaient été mis à leur charge. C'est à cette étape qu'on est. Nous attendons qu'ils aient fini leur recours et après nous nous saisissons de l'affaire. Donc c'est très clair. Donc il n'y a pas une question. Si vous voulez que les gens ensemble ne va jamais se solidariser avec des tricheurs et des fraudeurs. Donc la question ne se pose même pas. Ok. Mais en même temps, la première chose, quand nous constatons les faits qui sont mis à leur charge, il n'y a pas une affaire de détention de machines à voter, qui est l'acte le plus gravissime qui soit. Les dossiers sont impliqués dans des situations de violence et de destruction méchante. Ils doivent venir expliquer dans quelles circonstances eux, candidats, se sont retrouvés dans cela. Voilà. Ils ont réfuté. Ils ont dit, nous allons d'abord introduire les recours à la Et CENI. les restes, on verra après. Non, pas le reste, on verra après. C'est comme ça que ça se fait dans toute organisation. La CENI les a mis en cause. Ils ont dit, on introduit le recours à la CENI. On ira même à la Cour constitutionnelle. Et quand cela sera terminé, nous viendrons en répondre devant les partis. On prend l'hypothèse qu'ils sont réhabilités au niveau de la Cour constitutionnelle, allais-je dire. Est-ce que vous pensez que les mesures qui seront prises au niveau de votre famille politique va vraiment impacter? Non, écoutez, là, je ne peux déjà pas anticiper sur ça, sinon je porte même atteinte à la question de leur présomption d'innocence, de leur droit de la défense et même de l'indépendance du comité de la Cour discipline. normale. C'est ça, c'est dans toute organisation On reste démocratique. toujours dans les c'est comme ça. chapitres élections. Vous savez, juste après la publication provisoire au niveau présidentiel, votre leader, le chairman, Moïse Katumbi Chapwe, a fait une déclaration, je dirais 72 heures après, pour Oui. dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats, ils ne considèrent pas ces résultats et ils ne considéreront pas également les animateurs des institutions qui seront issus de ces élections. Pourquoi attendre 72 heures après pour réagir? C'est lui qui ne dit mot consent, dit-on. Vous auriez voulu qu'il attende combien d'heures? Vous auriez voulu qu'il attende combien 72 d'heures? heures, c'était pour réfléchir. Mais vous auriez voulu qu'il attende combien d'heures? Qu'est-ce qui est important? C'est le contenu de ses propos ou bien le temps qu'il prend pour le dire?
il a eu à dénoncer ce qu'il a toujours dénoncé. Oui, mais où est-ce qu'il est écrit qu'il devrait le dire avant ou après 72 heures? Il est maître de sa parole et du tenir de sa parole. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si un problème, c'est vous qui le trouvez. Moi, je ne vois pas où il est écrit qu'il doit répondre à la minute, ou il doit répondre dans 48 heures, dans 24 heures. Ça, c'est quand on voudrait convoquer à la justice où il y a des délais sur le plan administratif. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle version. Là, je ne sais pas moi si c'est officiel ou pas. C'est le secrétaire général du Ensemble Dieudonné Bulletin qui l'a déclaré. Vous avez récusé les résultats de l'élection présidentielle, mais vous avez quand même accepté les résultats au niveau, bien que provisoire, de l'élection législative, parce qu'il a dit que vos élus vont siéger. Donc, vous ne voulez pas la politique voilà, la politique du de la chaise vide. Voilà. Alors, vous allez siéger. N'est-ce pas la deux poids deux mesures? Vous récusez les résultats au niveau présidentiel, mais vous acceptez au niveau législatif. Ça veut dire mais comment est-ce possible que la CENI annule les machines à voter, les résultats des machines à voter au niveau législatif, mais ils gardent pour le présidentiel? Un peu sûr. En fait, voilà ce qui se passe concrètement. D'abord, le parti ne s'est pas encore réuni pour lever une option. Ils ont parlé à titre individuel. Si vous me laissez terminer, ou bien alors je vous laisse d'abord continuer la question et vous donnez les réponses. Répondez, très bien. Ben, je dis jusque-là, le parti ne s'est pas encore réuni pour lever l'option. Mais il y a déjà des principes qui régissent notre parti. C'est que, nous sommes républicains, donc quand nous devons mener une opposition, surtout par rapport à une fraude pareille, nous le faisons dans le cadre et des institutions et des moyens légaux dont nous disposons. Okay. Ça, c'est notre premier principe. Le deuxième principe, les questions se sont posées. Nous boycottons. Pourquoi? Nous ne boycottons pas. Pourquoi? Ça, ce sont des réflexions qui se font entre responsables. Donc, ce n'est pas des réactions qui se prennent de manière épidermique. Et si nous entrons, n'est-ce pas, et c'est la question que vous voulez, valider le fait que nous entérinons la fraude. Alors, c'est ici où il faut comprendre notre réflexion. Nous prenons une option politique. Nous avons été victimes de fraude. Ce sont nos voix qui ont été volées. Mais nos voix, c'est comme si vous avez un sac où se trouve votre portefeuille, votre argent et vos passeports. Et un voleur vous l'arrache. Vous le poursuivez. En cherchant à lui arracher le sac, le portefeuille tombe. Mais il continue à fuir. Est-ce que vous allez dire, je laisse mon portefeuille le temps d'aller prendre le sac? Je prends d'abord le portefeuille, il m'appartient. OK? Et vous allez plus tard, je vais continuer à le poursuivre parce que c'est mon droit, c'est mon dû. Donc, ce n'est pas parce qu'on nous a volé nos voix que nous devons renoncer à nos voix. Ça, c'est notre option. Certains parmi nous ont estimé que nous devrions tout rejeter, et d'autres parmi nous estiment non. Nous devons prendre d'abord ce qui est à nous et continuer à poursuivre les restes qui nous appartiennent. Vous n'avez pas accepté ces résultats parce que vous occupez aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe pas, la première place au niveau de l'opposition. Non, nous, la première place est au niveau de la République, c'est celle-là. Elle est dans la place que les Congolais nous ont donnée. Et malgré le fait que des gens ont triché et fraudé pour nous spolier ça, ils vont bien se rendre compte que s'ils n'ont pas la légitimité des voix des Congolais, les problèmes vont demeurer. Il faut réaliser une chose. La question politique dans laquelle nous entrons, j'anticipe peut-être, mais il faut comprendre notre raisonnement. Il s'inscrit sur un autre schéma. Si vous restez juste sur ce qui s'est passé du 20 au 27, c'est une séquence que nous avons déjà sautée. Nous nous inscrivons dans l'autre séquence. Ça appartient au passé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par appartient au passé. Je vous explique notre raisonnement. Cette séquence était une séquence où on nous a spolié nos voix. La fraude est avérée. Personne dans le monde ne la conteste. Même pas ceux qui ont félicité ce régime. Tous reconnaissent qu'il y a eu des fraudes graves qui doivent être enquêtées. Et il faut laisser les Congolais continuer à manifester. Très bien. Nous sommes maintenant sur un terrain politique. Dans quelle séquence nous nous retrouvons? Dans cette séquence où on nous a volé les biens, certains nous sommes en train de les récupérer. C'est notamment lorsqu'on peut parler des sièges qui nous sont reconnus
alors même que nous savons qu'en réalité, nous avons droit à plus. Doit-on zapper cette séquence? La question aujourd'hui s'est posée au niveau du parti. Je suis en train de vous expliquer les réflexions. Cette option-là, d'abord, est une option politique. Elle ne concerne pas le fait de valider ou de ne pas valider. C'est une option politique. Qui n'est pas encore amendée. Pardon? Qui n'est pas encore amendée. Qu'est-ce qui n'est pas encore amendé? Cette option. Non, nous l'avons, je vous donne les réflexions qui sont là. Ok, donc quand nous prenons une option sur cette question, elle sera politique, elle sera par rapport aux intérêts majeurs de notre parti, de notre lutte et du changement des séquences dans lesquelles nous entrons. Maintenant, dans cette séquence, nous nous trouvons devant quoi? Nous nous trouvons devant un régime qui s'est mis dans une impasse. La première impasse, c'est qu'il a voulu tout accaparer pour lui. Il va se retrouver en but à l'intérieur à des scissions internes. Mais ça, c'est son problème. Maintenant, en face, il a ceux qui ont participé au processus électoral. Et ce processus, ils l'ont galvaudé, ils l'ont totalement vidé de leur sens. Parmi eux, il y a nous, mais il y avait aussi d'autres participants. Okay? Et derrière eux, ceux qui les ont soutenus. Il y a ceux qui n'ont pas participé à ce processus, parce que dès le départ, ils avaient dit que ce qui se passe là va aboutir à une mascarade, notamment les FCC comme ça. Mais ils existent toujours au pays, voyez-vous? Oui, oui. Même, je vous parle maintenant de politique. Okay. Jusqu'à là, nous étions sur la question de contentieux électoraux. Or, les décisions que nous allons prendre sont des décisions politiques, voyez-vous? Oui. Même si certaines sont liées, par exemple, le nombre de sièges qu'on a sont liés à la fraude électorale. Mais la position que nous prendrons n'a plus rien à voir avec le fait de valider ou de ne pas valider les élections. Parce que nous savons que nous avons été spoliés de nos voix et nous n'allons pas arrêter ce combat-là. Okay. Il est très important pour que ceux qui nous suivent comprennent le cheminement de notre région. Okay. Notre impasse, dans l'impasse, je vous ai dit, il y a ceux qui ont participé au processus, ceux qui n'y ont pas participé, et ceux à qui cette fraude électorale vient de donner une autre légitimation. C'est notamment ceux qui ont pris l'option d'une lutte armée. Tout ça se passe dans le... Notamment, ok? Donc, ça peut être lui, mais lui, ça ne veut pas donner, ça peut être n'importe quel coup d'arme qui n'avait pas de revendication et qui va surfer sur cette vague parce que le régime lui a donné. Parce que le degré de frustration qui est aujourd'hui ressenti au niveau du pays, vous êtes des journalistes expérimentés, vous prenez la température sociale, vous savez que ce degré est extrême. Nous, c'est parce que nous sommes républicains. Et nous, ce régime va en lui-même le poison de sa propre mort. Nous n'avons pas besoin que les Congolais versent du sang supplémentaire. J'ai bien fait vos réflexions. Voilà. Donc, vous vous retrouvez dans ce contexte-là. Et cette impasse est aggravée, comme je vous l'ai dit, par leur propre scission interne, parce que le régime veut, en réalité, une chose, durer dans les temps. Okay. Et il veut avoir la majorité qui lui permettra de faire sauter tous les verrous qui lui permettront aussi de perdurer. Okay. Alors maintenant, vous avez la crise sociale, la situation sécuritaire et les querelles qui vont s'offrir pour se partager les postes provinciaux. C'est votre souhait ou votre prophétie ou quoi? Non, je viens de vous dire que je suis en train de faire une analyse politique. Okay. Ce n'est pas une prophétie, c'est une analyse. On est optimiste. Non, quand on fait une analyse politique, mais pragmatique, ces gens ont triché. Vous croyez qu'ils ont triché pourquoi? Ils ont triché parce que, ils voulaient rester au pouvoir. Mais ils n'ont rien fait du pouvoir pendant 5 ans. Ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils veulent se donner tous les avantages que le pouvoir leur a donnés. Pourquoi quelqu'un tricherait? Pourquoi quelqu'un récupérerait la machine à voter pour passer député? Si ce n'est qu'il a dans sa tête l'idée qu'il aura beaucoup d'avantages par rapport à ça. Pourquoi quelqu'un va tricher, amener la machine à voter jusque dans sa maison? Pourquoi la CENI a facilité l'accès à ces choses? C'est qu'il y a un schéma. Il y a un schéma des gens qui se sont dit, cette fois-ci, nous prenons le pouvoir, nous le gardons pendant longtemps.
Sauf que, ils vont se créer une représentation nationale à leur image et à leur ressemblance, mais qui n'a pas la légitimité populaire. Ce qui rendra les problèmes encore plus complexes, parce que dans l'impasse, ils vont toujours se retrouver avec nous, qui avions gagné, et de notre population, ceux que nous aspirons les voix, avec ceux qui n'ont pas participé au processus, qui les regardent maintenant, et avec ceux qui, jusque-là, n'avaient même pas d'argument pour mener leur combat, à qui ils viennent de donner. Et ça, c'est la réalité du pays. Je vous ai laissé, je crois, cheminer avec vos réflexions, Maître Hervé. Il nous reste pratiquement 2 questions sur le chapitre électoral avant de parler d'autres questions politiques. Sans état d'âme, pensez-vous avoir obtenu combien ou avoir occupé quantième place aux élections du 20 décembre au niveau présidentiel? La première. En fait, voilà ce qui se passe. Lorsque nous sommes en train de démarquer le 20 décembre la clôture du bureau de vote, c'est ce qui fait que le régime s'est dit, cet écart est tellement grand qu'il nous faut 7 jours de plus. Ce sont les intentions que vous prêtez à l'Assemblée. Oui ou non, nous avons eu plus de 5 jours après les élections. C'est prévu dans quelle loi? Ce n'est pas une affaire d'intention, ce sont des faits. Mais pourquoi croyez-vous que le législateur a prévu que les élections commencent un jour précis, de 6h à 17h? D'après vous, c'est dans quel but? Mais c'est dans le but que toutes les opérations doivent se terminer le même jour. Parce que dès que vous prolongez d'un jour, les gens rentrent. Ce qui se passe après dans les centres de bureau de vote, personne ne le contrôle. Et ce n'est plus valable. Or, vous l'avez prolongé 5 jours de plus, ou 6 jours de plus. Vous avez... Et de ce fait, vous retrouvez des machines à voter. Des machines à voter, c'est un bureau de vote. Parce qu'on n'a pas que retrouvé des machines à voter, on a retrouvé des militaires de vote. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Pouvez-vous réellement appeler ça une élection? Je vous dis, c'est une fuite d'examen dans la salle. Quel étudiant accepterait cela? Quelle institution accepterait cela? Nous avons tous grandi, on nous a formés ainsi. Il y a eu une fuite, on annule la session. Les profs qui ont donné la fuite, ou les personnels qui ont participé à la fuite, les réseaux d'étudiants qui ont bénéficié de la fuite sont renvoyés de l'université, la session est annulée. Hervé Diakessé, pensez-vous réellement, en allant aux élections, en ordre dispersé, pour vous de l'opposition, vous alliez battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat unique de l'Union sacrée. Voilà, derrière lui, aussi d'autres poids lourds. S'ils étaient si forts, s'ils avaient tellement de poids lourds, pourquoi ils ont triché? Pourquoi ils ont triché? La tricherie s'est passée au niveau de notre scrutin, mais pas à la présidentielle. C'est ni la même dit. Donc ils ont des poids lourds. Alors, citez-moi les premiers de leurs poids lourds. Il y a eu combien de députés? En dehors de ceux de l'UDPS. Ils étaient nombreux. Non, mais citez-moi. Il y avait le présidium, il n'y avait pas les premiers. Non, vous avez dit qu'il y avait des poids lourds. Soyons factuels. Quels sont les premiers de leurs poids lourds? Aucun de leurs poids lourds n'a 100 députés. Aucun. Et tous leurs poids lourds réunis, ça m'étonnerait qu'ils aient dépassé 100 députés. De quel poids lourd vous me parlez? C'est ça la fraude. Ils ont fraudé ensemble. L'UDPS ont pris la part de Lyon, y compris avec ses alliés satellitaires. C'est ça la réalité. Alors vous nous parlez, non, si vous n'étiez pas unis, nous parlons de la fraude, pas de l'unité. Quand bien même nous n'aurions pas été unis, il n'aurait pas besoin de frauder. C'est la question qui se pose ici, mon cher ami, c'est la question de la fraude. Si Félix Tshisekedi gagnait, comment on dit légalement, j'allais dire, correctement. Mais la fraude... Non, laissez-moi préciser cela. Ça ne pose aucun problème. Mais ils ont fraudé, ils ont tous fraudé. Les machines à voter, donc les bureaux de vote, n'ont été retrouvés que chez les membres du camp politique de Félix Tshisekedi. Mais ne minimisez pas la fraude à d'autres hypothèses. Par exemple, quelle hypothèse? Si vous étiez unis, vous de l'opposition. Mais voilà, ça n'aurait rien changé.
Ça n'aurait rien changé. Et le débat n'est pas sur le fait d'être élu ou pas. Le débat est qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu une fraude massive. Vous nous parlez que si vous étiez élu, alors que vous ne connaissez pas le nombre de bureaux de vote qu'on a ouverts, jusqu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas le nombre de dispositifs électroniques de vote qui ont été déployés. Vous ne le savez pas. Le nombre de bulletins imprimés qui ont été mis à la disposition de ces bureaux-là. Mais si vous étiez élu, vous auriez fait quoi? Vous êtes élu alors que la CENI, de connivence avec un camp politique, organise les jeux, cher ami. Aujourd'hui, donnez-vous raison à Joseph Kabila et sa famille politique qui ne voulaient pas déjà aller à ces élections-là, voyant tout ça là. Moi, je ne suis pas là pour commenter les positions de Joseph Kabila et de sa famille politique. Nous étions là parce que, les élections ne sont pas la propriété de M. Denis Kadima, ni celle de Félix Tshisekedi. C'est l'expression de notre souveraineté. Nous venons de démontrer à la face du monde que nous avons affaire à un régime de fraudeurs et de tricheurs. Ça, c'est un fait. Y compris dans leur propre camp, ils le savent. Nous l'avons tellement démontré que la CENI a été obligée de reculer pour sortir elle-même les cas de fraudeurs et de tricheurs que la population a découvert. C'est nous qui avions sensibilisé sur la vigilance citoyenne électorale. Nous avons fait de notre population la propre gardienne de ces voix. Et notre population a débusqué comme des rats toute une même de tricheurs. Aujourd'hui, même là où ils sont, même quand ils attribuent des voix, ils savent que ce sont des futurs honorables tricheurs et des futures excellences fraudeurs. Sur qui ils ne sauront pas gérer. Pardon? Sur qui ils ne sauront pas gérer. Non, aujourd'hui, nous avons tout démontré à la face du monde par notre vigilance citoyenne. Parce que si nous n'étions pas entrés dans ce processus, je crois qu'on a dit au début, les options politiques, notamment la siège vide, ce n'est pas notre approche. Oui. Si nous n'étions pas entrés dans ce processus, nous aurions ouvert le boulevard tranquillement à des gens qui auront laissé croire qu'ils avaient une opposition qui a tellement peur qu'elle a fui et qu'ils ont tellement le soutien populaire qu'ils sont passés. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'ils voudront donner ces là on dit non, on vous a attrapé en train de frauder. Vous allez brandir vos preuves. Mais écoutez, oui ou non, je suis en train de vous dire des éléments factuels, vous êtes un journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez le nombre de bureaux de vote qui ont été ouverts le 20? Personne ne les connaît. Le nombre de machines à voter qui ont été déployées. Lorsque le Denis Kadima rend public les résultats des élections présidentielles, il n'y a pas compilation. Le rapport de la ME5OS, c'est le dit. Bon, il a rendu public ces résultats sur base de quoi? De sa propre tête. Alors que le vote est semi-électronique et l'article 71 de la loi électorale oblige de passer par la compilation. Il a rendu public sur base de quoi? La loi électorale dans l'article 52 vous dit les élections ont lieu soit un jour férié, c'est ça qu'ils ont fait, on a dû décréter un jour férié, soit un dimanche. Et ce même article dit qu'on ne peut pas modifier les heures d'ouverture. Et si la CENI peut proroger, elle doit motiver quoi? Peut proroger quoi? Les heures d'ouverture. Mais pas les jours. Quand il s'agit des jours, la loi a parlé. Jour férié, dimanche. Quand il s'agit des heures d'ouverture, le seul cas, vous savez pourquoi? Parce qu'on peut avoir ouvert en retard et il faut prolonger. Et ce sont des cas motivés. Mais ici, ce sont des jours que la CENI a prolongé sans mandat de la loi, sans pouvoir légal pour le faire. La CENI s'est exprimée sur cet aspect des choses. Oui. Est-ce qu'on pouvait, si on est vraiment républicain, comme vous le dites, priver aux Congolais de voter justement parce qu'il y a eu ces cas peut-être de machines arrivées en retard, toutes ces irrégularités-là, et voilà pourquoi on avait, bien qu'on n'a pas respecté la loi, on a violé la loi bien sûr, mais en donnant quand même, en respectant voilà cet aspect. En permettant aux Congolais quand même de voter, même un jour après, parce qu'on ne pouvait pas priver. On ne parle pas d'un jour après, nous parlons de 5 jours, 6 jours, soyons sérieux. La loi l'a dit. Vous savez pourquoi la loi a dit ça? Pourquoi, Maître Hervé? Parce que c'est ça la garantie de la transparence. De 6 heures à 17 heures. Immédiatement après le dépouillement. Parce qu'après, personne n'a plus le contrôle du processus et toutes les résultats sont nuls. La CENI savait qu'elle n'était pas dans la possibilité logistique de commencer les élections à cette date.
sauf à organiser la fraude. Elle a préféré organiser la fraude. Pourquoi vous ne posez pas les questions réelles à la CENI? D'où sont sorties ces machines? Nous aurons... Vous n'êtes pas à la fois juge et partie. Et ce n'est pas la première fois. Pendant l'identification et l'enrôlement des électeurs, les dispositifs d'enrôlement se sont retrouvés dans les véhicules des particuliers. Tous du camp de Félix Tshisekedi. Nous avons plutôt déjà lancé notre invitation à la CENI. On attend le... On ne viendra pas. Les vraies questions, notre population nous suit, sont celles-là. Le rapport de la MOE 5O et CC 5O dit pour l'acceptation des résultats, la CENI est tenue d'apporter les réponses idoines suivantes. Déjà on l'avait interpellé pour le fait qu'au regard de l'article 71, elle ne devrait pas se dispenser de la compilation. Elle s'est dispensée de la compilation des résultats. Elle a violé la loi. C'est ça. Parce que si vous êtes dispensé de la compilation, la CENI a violé la loi électorale qui oblige que pour que les résultats soient acceptés, elle doit les compiler. Elle ne l'a pas fait. Elle a refusé. Denis Kadima a dit la compilation le fait traîner. Là, c'est votre version des faits. Non, il a dit devant vos confrères. Il a dit ceci. Il a dit, je crois, devant Patient Ligodi et peut-être Israël Moutala, je parle de mémoire, il a dit ceci. Si ça l'avait, à partir du moment où nous sommes entrés dans un système de vote semi-électronique, le système de compilation ne fait que retarder la transmission des données. Mais la compilation, ce n'est pas seulement pour la transmission des données. La compilation permet la traçabilité des données. Elle permet d'identifier les véritables bureaux de vote, d'où émanent ces résultats. Elle permet de rectifier déjà les situations qui ont eu lieu, notamment les contestations que les témoins ont pu faire mettre dans ces bureaux de vote. Donc la compilation n'est pas une simple étape de calcul, c'est déjà une étape où on agrège, c'est pourquoi on les appelle les agrégats, les questions, les résultats électoraux, pour s'assurer d'un début de fiabilité. Il a décidé de passer outre, on ne passe outre comme ça quand on veut tricher. Alors vous êtes en train de me dire là que tout ça, c'est des séquences sur lesquelles on peut dire, bon, les gens ont perdu. Je vous donne un dernier exemple. Nous avons tous fait des études. Vous avez un élève qui peut avoir été très brillant. Sur 10 questions d'examen, il a bien répondu correctement à 8. Mais il y a deux qui nous posent problème. Parce que vous allez me parler de l'écart qu'il y a entre les voix attribuées à Félix Tshisekedi et les autres candidats. Sur les deux autres, il cède à la tentation de regarder chez son voisin qui lui envoie un copillon. Quand le surveillant attrape cet étudiant, donc il va dire, mon argument en droit, c'est que, bon, j'avais bien répondu au 8, si vous avez le pilier, bénissez-moi seulement sur les deux. Quelle est la sanction quand on attrape cet étudiant avec le copillon sur les deux dernières questions? On arrache la feuille et puis on annule l'examen pour lui. Alors, vous voyez dans quel pays nous nous retrouvons aujourd'hui? Nous connaissons tous la règle. C'est pas à comparer. Non, pourquoi c'est pas à comparer? Parce que la tricherie reste la même. Ce n'était qu'un exemple. Non, mais justement, c'est pour illustrer. Même dans les Écritures, le Christ prenait les paraboles pour parler des situations réelles. Donc, nous sommes dans un pays où on nous a formés à l'école, à l'université, que tricher, c'est sanctionnable, mais nous accepterions que ceux qui nous dirigent puissent y arriver par tricherie. Vous estimez ça correct? Vraiment, ça, c'est nous rencontrons chez nous, chez nos enfants. L'honorable là est un fraudeur, mais bon, il est de notre tribu, c'est notre fraudeur à nous. L'excellence là, c'est un tricheur, mais vous comprenez, et vous, après, vous allez frapper votre enfant parce qu'il a triché à l'examen. Vous allez les sanctionner. Quelles sont vos impressions en rapport avec les sanctions au niveau même du gouvernement, des députés invalidés, surtout pour ceux qui sont proches du pouvoir et membres même de la famille politique, la même famille politique que le chef de l'État? Mais tous les trucs de sa famille politique. Ils ont été sanctionnés. C'est de la blague. Ils ont rendu des lampistes qui aujourd'hui... Même les membres du gouvernement. Oui, et alors? Qui on a refusé l'accès même au conseil du ministre. Et alors ça impressionne qui? Aujourd'hui, vous pensez vraiment que être membre du gouvernement ou être député, etc., ou dans une compétition de la tricherie, c'est devenu un honneur. Ça impressionne qui? Ce que vous ne réalisez pas, ce qui vient de se passer
a déréglé totalement le sens des valeurs dans une société. Même l'honneur dû à ceux qui sont élevés, qui devaient connaître l'élite. Tout ça est perdu. Parce que c'est que l'honorable est un fraudeur, l'excellence est un tricheur. C'est tout ça. Pour en revenir à votre question, nous avions rendu public un communiqué là-dessus. Okay. On a bien précisé qu'il ne faut pas sacrifier des lampistes pour vous auto-absoudre. La vraie question n'est pas que les gens aient été en possession de machines à voter. C'est une question secondaire. Elle est accessoire. La vraie question, comment des machines qui étaient du monopole de la CENI ont dû se retrouver chez les candidats, tous les grands Tshisekedi. C'est ça la vraie question qui remet en cause l'intégrité, le sérieux et la crédibilité de ces élections. Si vous ne vous posez pas cette question, alors vous n'avez pas réalisé réellement l'étendue de la gravité. C'est un prof qui a composé un questionnaire d'examen, qui est allé chercher 2 ou 3, 4 de ses petits dans la salle, il leur a donné et les questionnaires et les réponses. Et puis après, il dit, oui, mais sur les 10 petits, j'ai sanctionné 3. Mais vous-même, vous êtes un tricheur. Vous êtes dangereux. Vous devriez d'abord être sanctionné. Parce que vous avez corrompu. C'est pourquoi vous étiez là. Vous étiez là pour garder le sérieux et la crédibilité des examens. Vous étiez là pour garder le sérieux et la crédibilité des élections. Et vous avez aujourd'hui marché sur l'expression de la souveraineté du peuple. Écoutez, vous êtes une chaîne catholique. Mettez-vous à la place du curé qui gère une école dans le ressort de sa paroisse et qui a vu comment des machines ont circulé. Vous imaginez ça? Et vous voulez lui dire après, non, mais M. l'abbé, malgré tout, l'honorable était de notre clan est quand même passé. Même l'Église a eu à dénoncer quand même. C'est ça, dans quoi nous allons nous retrouver aujourd'hui? On est là, un groupe de Congolais, très contents d'avoir des strapontés, des Marocains, des postes. Alors, mais le problème de la tricherie et de la considération que nous nous portons va demeurer. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous avez dit ici que vous n'allez pas appliquer la politique de la chaise vide. Alors vous avez, bien que ce n'est pas encore validé officiellement, je dis que notre parti... vous allez permettre à vos élus de siéger, donc vous n'allez pas appliquer... Non, il ne faut pas... je dis ceci, pour être vrai. Notre parti n'a jamais milité pour la chaise vide. Okay. Mais jusqu'aujourd'hui, notre parti n'a pas encore levé l'option. Okay. Et je vous ai dit comment les réflexions se présentaient. Et j'ai dit que la réflexion la plus pragmatique va consister en une option politique. Okay. La tricherie, nous l'appellerons toujours tricherie. Okay. Mais ce qui nous est dû, nous est dû. Voilà. Voyez-vous? Mais pour le moment, on n'a pas encore décidé. Mais les débats, les réflexions sont dans ce sens. Doit-on laisser au voleur de prendre toute notre part parce qu'il a déjà pris notre sac? Ou bien doit-on récupérer d'abord ce qui est à nous et continuer à réclamer le reste? Vous allez d'abord récupérer ce qui est à vous. Vous êtes conscient que vous allez siéger dans un parlement où vous serez minoritaire. Est-ce que vous serez bien appliquer votre politique? Est-ce que vous saurez bien contrôler le gouvernement? Est-ce que vous saurez bien mener votre politique au sein du dit Parlement? Nous sommes majoritaires avec ce peuple qui a vu la tricherie. Ne croyez pas que parce qu'il n'a pas encore parlé, qu'il ne gronde pas. Ne croyez pas qu'il est tellement anesthésié qu'il est passé à autre chose. Le peuple congolais est toujours très surprenant. Très surprenant. Vous pouvez croire qu'il est passé à une autre séquence, mais le jour où vous surprendra par la facture qu'il vous donnera, vous allez vous rendre compte qu'il tenait très bien les détails. Ceci dit, vous connaissez les 13 parlementaires. L'histoire des 13 parlementaires. Effectivement. C'était 13 parlementaires dans l'époque du parti État monolithique. On continue de parler d'eux alors qu'on oublie le nombre des autres parlementaires qui étaient pourtant avec eux à l'époque. Vous n'êtes jamais seul quand vous êtes du côté de la vérité et de la justice. Mais aussi nombreux seriez-vous du camp de la fraude et de la tricherie, vous êtes totalement isolé et misérable. Même quand les gens vous donnent l'impression de vous encenser. Nous sommes avec notre population. Nous sommes avec ceux de notre
si notre parti décide qu'il puisse aller siéger, nous continuons ce combat dans une autre séquence. Ok. Et cette séquence-là, croyez-la moi, ils ne vont pas avec tous les leviers comme ils pensent. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'ailleurs de nous l'accorder. Deux petites questions. Vous êtes porte-parole de Ensemble pour la République. Votre prédécesseur nous a quittés il y a de cela 6 mois. Où en sommes-nous? Aux dernières nouvelles, l'avocat de la famille nous a fait part d'une situation assez triste. C'est qu'on refuse de leur donner les rapports d'autopsie. Entre-temps, l'enquête judiciaire n'a plus avancé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement scandaleux et de pénible pour la famille parce que l'âme du défunt doit reposer en paix et son corps doit être rendu en terre. Et le deuil ici est devenu pénible à supporter. Mais ce sont des situations qui échappent à notre décision. Nous attendons la dernière position de la famille et nous nous alignerons. Mais nous ne cesserons jamais de réclamer justice pour Chérubin Okende. Par ailleurs, vous savez que la famille de Chérubin Okende a aussi intenté une action au niveau de la justice belge. Donc, nous sommes des cœurs, nous soutenons les initiatives de la famille, et ce sont des décisions qui échappent à notre pouvoir. Nous ne pouvons que les subir, mais nous sommes à côté des siens, parce que nous aussi nous l'avons perdu. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, cela fait exactement 23 ans depuis que disparaissait Mzee Laurent Désiré Kabila. Que retenir de son combat? Vous savez, c'est un paradoxe. C'est à la fois celui qui a chassé le maréchal Mobutu, et en cela, franchement, je l'ai soutenu. J'étais présent au stade de Martyrs le jour de sa prestation de serment. C'est aussi celui qui est allé montrer avec l'armée rwandaise ici, et qui a su, avec maestria, se débarrasser de leur poids. Il nous a donné une certaine idée du nationalisme, chevillé au corps, même si il n'a pas été, à mon sens, un grand démocrate. Mais c'est quelqu'un dont la perte a été quand même ressentie par le peuple congolais. Hein. C'est vraiment, je me rappelle à Kim, j'ai suivi ça. Nous n'étions pas un lingalaphone, soinophone et très francophone. Mais la manière dont il a été aimé et pleuré par les Kimois, ça c'est extraordinaire. Quoi. Je veux dire que c'est quelqu'un qui savait parler au peuple, qui savait l'incarner. Il avait beaucoup de défauts énormément, et sa tendance à la dictature était claire et nette. Mais c'est un homme qui parlait vrai, et qui parlait à la face du monde. Et il a laissé une pensée, une famille politique qui continue. C'est pour dire que ça, c'est la lignée des lumumbistes, des nationalistes et autres. C'était un grand homme avec de grands défauts. Vraiment. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Devant cette caméra, Maître Hervé Dakissio, vous êtes porte-parole de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Un message au peuple congolais. Ne vous découragez pas. Ça ne fait que commencer. Et le peuple gagne toujours. Madame, Messieurs, je rappelle que nous avions reçu pour vous Maître Hervé Dakissio, porte-parole de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Maître, merci d'avoir répondu à cette invitation, mais surtout merci de nous accorder votre précision. Merci. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pour la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt.